Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Fernand, comment ça va en cette semaine d'Arès? Je vais bien toi-même. Ça Comment va, vas-tu? écoute, ça va, ça va. Comment est-ce que ça se passe pour les derniers préparatifs de cet événement qui, mine de rien, là, on a peut-être, on sait pas ce qui va se passer pour Abdul, même si t'avais teasé potentiellement une signature prochaine à l'UFC, mais en tout cas, soit la personne qui va combattre ensuite pour le titre vacant, ou en tout cas, ce qui est sûr, là, c'est le champion intérimaire. Euh, ça va bien, c'est un combat qui se prépare bien. Il y Mhm. a une tension qui monte. Je suis impatient de voir. Je ne sais pas, vous allez le faire ou pas? Une Non, non, opposition, non, non, non? bah, bon, bah, du fait de la différence de langue, je pense honnêtement, vu à quel point Michael Lebou est agressif, enfin, ce serait pas rendre service, je pense à, tu vois, il y a la différence de langue, plus un style qui est un peu plus agressif, ce serait, pour Ok. l'Argentin, ce serait compliqué, je pense. Bon, on sait jamais, Michael, il parle anglais, hein. Il gère. Oui, oui. Donc, Aïe, aïe, aïe. ok, mais en tout cas, il y a une bonne tension. Michael Bois a bien vendu le combat. Euh, Pépi a été touché et donc du coup est remonté. J'ai l'impression que on va avoir un gros fight. En tout cas, il y a des déclarations qui ont l'air sincères et qui ont l'air brutales. C'est, c'est des vraies déclarations, des vrais engagements, des vraies promesses de la part de Michael. Michael est toujours très sérieux dans ses prépas. En tout cas, sur sa, la dernière phase de sa carrière, il est juste exemplaire. Parce que t'as vu une évolution, c'est ça? Parce que avant, donc, il s'entraînait au MMA Factory, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, enfin, tu sens qu'il est différent? Non, il délivre quoi. Il délivre après. C'est pas les mêmes adversaires que quand il était à son prime à l'UFC, mais quand même il délivre. C'est quelqu'un de carré, de professionnel qui va jusqu'au bout pour être au poids, qui fait une vraie préparation très simple et tout, très correct et ça marche. Donc je pense qu'il va délivrer. Je suis témoin aussi de la préparation de Pépi, je sais qu'il va délivrer. Et donc c'est une belle promesse, c'est ce qui se promet entre les deux. Et puis les gens ne se sont pas encore rendus compte, mais ils vont kiffer. Le combat entre la Brésilienne Gisèle Mais oui, et Melissa Dixon, c'est bah, Gisèle les Moreira, deux, on peut dire que c'est la meilleure bantamweight qui est pas à l'UFC. c'est ça. Et Les deux sont sérieusement attendus par l'UFC et se font. Enfin, je suis impatient de regarder le combat, vraiment en mode spectateur qui fait ce qui va se passer. Ça va être un beau combat qui aurait pu avoir lui à l'UFC. D'ailleurs, les trois derniers, enfin, le main event, le common event, les deux common events féminins pourraient être des combats à l'UFC, quoi. C'est une préliminaire à l'UFC, ce serait pas choquant. Ce sont des très beaux combats techniquement. Et puis, dans l'engagement qu'il y aura, ça pourrait être un essai pour moi. Donc, on est sur la dernière ligne droite, c'est la FAD 8 qui commence avec le rituel des gars qui sont reçus à l'hôtel Evergreen à Levallois. Ensuite, ça déroule complètement avec les obligations de photos, de vidéos. Ensuite, la communication, enfin le Média Day, la pesée le jeudi 6 avril et du coup le combat le vendredi au palais au Dôme de Paris et puis retransmis sur Canal Plus et puis UFC Fight Pass. let's go, let's go, let's go. On va revenir, Fernand, sur des actualités plus globales maintenant, qu'on a eu le point un petit peu français cocorico. C'est ce qui s'est passé avec Anthony Joshua, son retour. On en parle souvent, ça, de ces combats de retour en boxe. Moi, j'ai l'impression que il y a vraiment une différence entre les combats de retour en MMA qui sont à enjeu et les combats de retour en boxe anglaise où il y a cette vraie impression, en tout cas moi c'est ce que je ressens, tu vois, que ce soit Tony Hawker, on en avait parlé il y a quelques semaines, ou là Anthony Joshua, on n'a pas cette impression que c'est plus la même personne. Euh, c'est- c'est- ce n'était pas le meilleur Anthony Joshua qu'on ait connu, mais je pense qu'il est tôt. Il est tôt pour dire que ce n'est plus la même personne, ou en tout cas que ce ne sera plus jamais la même personne. Enfin, à,
je sais pas pourquoi je trouve certains collègues à toi des médias ou même des personnes aussi dures avec avec les défaites. Parce que en réalité, Franklin, on ne le connaît pas. On imagine juste que c'est un mec de troisième division. On imagine. Mais nous, on ne sait pas ce qui rend là-bas à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il apporte comme matière en termes de combat. Du coup, je suis prudent et je reste humble dans l'analyse que je vais faire en disant, bon, le gars, il a pris un mec de troisième div et il n'a pas pu être lui-même et nanana. J'ai l'impression qu'il a essayé. Il n'était pas le même, il n'était pas brillant comme d'habitude, mais il a essayé, notamment vers la fin, le 10e, le 12e, où il y avait des grosses accélérations qui nous rappelaient un peu Joshua, avec des suivis des uppercuts géniaux, où il y avait vraiment ça, où il y avait vraiment Franklin qui était ébranlé. Euh, je ne, je n'ai pas envie d'aller très vite en besogne et the style make the fight. Tous les jours, c'est différent. Tous les combattants, c'est différent. Ce mec-là, aujourd'hui, qu'on a vu et qu'on néglige tous et qui nous fait ternir l'image de Joshua et tout ce qui va avec, euh, pourrait, en vrai dit, peut-être être un challenger et qui pourrait peut-être même faire vaciller. C'est un grand combattant. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est toujours l'idée de se dire, est-ce que Tony Oka est moins fort et pas bon, ou est-ce que c'est Takam qu'on a sous-estimé et qui est plutôt fort? Est-ce que c'est Franklin qu'on sous-estime parce qu'effectivement, il n'a pas de blase, mais est-ce qu'il aurait pu poser la difficulté? Parce que euh, tu peux toujours voir le mal dans tout ce qu'on voit comme boxe et dire, bon, d'habitude, il était agressif, il enchaînait avec une volonté il remisait quand on le touchait. Dès le début, quand Franklin commence à le toucher, bon, il ne remise pas tout de suite. Donc, tu te dis, bon, c'est pas le même qu'on avait. Mais derrière ça, tu dois quand même reconnaître qu'il y avait une belle boxe en ligne, qu'il y avait une volonté d'aller chercher ce bras arrière, même s'il était téléphoné, qu'il y avait des vraies accélérations de temps en temps, y compris à la dernière minute du 12e round. Il y a moyen de trouver un peu de positif et il y a moyen de se dire que peut-être qu'il n'est plus le même et qu'il ne sera plus le même. Je n'en sais rien, mais peut-être que on doit lui donner un bénéfice du doute et dire, il se trouve, Franklin est beaucoup plus bon qu'on l'imagine et il est casse bonbon et que tu ne réussis pas à comprendre son jeu et tu te retrouves mêlé à une situation très compliquée. C'est une possibilité. Et t'y crois toujours, toi, Anthony Joshua? Non, je pense pas qu'il va revenir à son prime. Mais Hmm. je pense que c'est pas le moment de dire c'est fini, c'est Oui, il sera mort. dans le mix, oui, toujours. Ouais. Comme le grand titre que j'ai vu que vous avez mis sur, c'était qui? On Adesanya. va y venir, on va y venir, on va y venir. Mais Alors c'est brutal. attends, C'est sur brutal. les... Ah bah attends, on va y venir, sur l'éventuelle Ok. fin de carrière d'Adesanya, parce que oui, là je me permets d'en parler, parce que vous savez, là on va parler de l'UFC 287. Uh-huh. Fernand, c'est pour ça qu'on adore ses pronostics et je pense que c'est pour ça que vous regardez tout ce qu'il nous dit parce que Fernand, quand il pense un truc, il va le dire, il fait pas de langue de bois et donc de temps en temps, il va se tromper comme sur les pronostics sur Kamaru Usman ou sur Charles Oliveira, mais aussi bah Fernand, il a raison un certain nombre de fois et on aime bien que Fernand, il annonce clairement la couleur. Donc quand il y a des combats qui sont aussi attendus que ça, forcément si vous partez dans une direction, bah vous savez qu'il y a la moitié de la planète qui est pour Alex Pereira, l'autre moitié qui est pour Adesanya et il faut forcément choisir un camp, et puis surtout un camp basé sur les précédents combats. Et là, je préfère le dire, c'est que Fernand il va rester dans son style habituel parce que c'est ce qu'on aime aussi. Moi je veux pas que Fernand il fasse bon, on sait pas, peut-être que voilà. Il va annoncer la couleur. Donc Fernand. Alors, Mhm. pour le main event de l'UFC 287. Pereira KO. Attends, Pereira gagne par KO. Ouais. Ok. Oh. Bah, donc ça a Ouais. changé. Ça a changé par rapport à ton juste Oui, après. Ok. parce que je le vois dans une confiance incroyable en ce moment. Et puis il a raison. Quand tu as battu un mec, quelle que soit les disciplines, 3 fois,
quelles que soient les explications de juge et tout, tu commences à te dire, bon, faut arrêter, peut-être que je suis fort. Et donc, mentalement, déjà, on sait qu'il a un ascendant. Il est bien, il a un ascendant. Il a hésité à boxer la première fois. Il a hésité à lâcher sa boxe complètement. Il s'est permis de baisser les bras face à Israël Adesanya. Je crois que c'était sur la fin du premier où il prend il est sonné, il est C'est ébranlé. ça, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris les infos et il sait que c'est archi dangereux. Euh, les mêmes infos que Israël a pris aussi. Mais tu ne peux pas me retirer de la tête que quand tu étais battu, quand tu as rencontré un être humain 3 fois et tu as été battu 3 fois, que tu puisses douter. On a vu que Kamaru Usman n'avait pas la même audace, le même courage d'aller lutter et d'être relentless et d'aller rechercher systématiquement la lutte parce qu'il avait perdu quelque chose. Il y a un doute qui s'installait. Il n'avait pas eu un combat de retour de façon à remonter la pente avant d'y arriver. Euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Même dans notre quand nous, on se pose la question, chez les poids lourds, par exemple, de se dire, euh, est-ce que c'est bien de d'attendre septembre pour faire un gros show ou est-ce que entre les 6 mois, on cale un combat quelque part au milieu, ça peut peut-être nous aider à faire un retour qui fait que Cyril rentre en confiance. En Oui, tout au cas, mois de juillet, quoi, par exemple. ça, c'est ton problème. Ok, Moi, ok, 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 tu ok. peux dire le mois que tu veux. Moi, je n'ai rien dit et je dis juste que euh, ça pourrait être intéressant de placer quelque part un combat qui permet à Cyril de remonter à puissance avant d'arriver chez lui où il y aura une grosse pression, où il y aura beaucoup de monde en septembre. Du coup, pour revenir sur le sujet de Adesanya, c'est que on remarque que les retours où il y a une défaite avec une certaine charge d'émotions et de traumas psychologiques ou physiques, il y a de l'appréhension qui s'installe. On noie le truc en disant, en faisant comme si rien ne s'est passé et rien ne s'est installé, mais il y a quelque chose qui s'est installé. On l'a déjà vu. On a vu après le combat de Francis Stipe 1, Francis Derrick Lewis, ça c'est compliqué. On a vu que après le combat de Kamaru Usman euh, 2, le 3 c'est compliqué. Mhm. Et donc j'ai envie de dire non, je vais pour Pereira. Il est possible hein, que voilà comme je le dis toujours en pronostic, je dis je parle de manière très authentique avec ce que je pense à l'instant, ce que je ressens et les éléments que j'ai à ma connaissance. Et je n'ai pas envie de, si je pouvais faire Monsieur Mystique tous les jours et tout, je m'arrangerai à le faire. Malheureusement, on se trompe. Il arrive qu'on se trompe. Mais je suis persuadé que la tâche elle est plus compliquée pour Adesanya qui va essayer de lutter, mais qui a quelqu'un en face de lui qui ne respecte pas son sol, qui ne respecte pas sa lutte, qui va se frôler, qui va lui rentrer dedans, qui va lui mettre une pression et qui ne va pas attendre le 5e round ou le 4e round pour aller faire ce qu'il a fait l'autre fois. Maintenant, faire ça au début du round, c'est aussi s'exposer à des contres. Parce que mine de rien, Adesanya est très précis. Il a une vision très claire de la boxe. Et si tu fais une erreur, il va la prendre, là, il va te, voilà, il va la saisir, la chance. Est-ce qu'il a la puissance pour éteindre tout de suite Pereira? Je ne sais pas. J'ai l'impression que même s'il le touche au début, Pereira va tromper la mort, avancer dans le temps et libérer cette puissante gauche, ce puissant crochet de la gauche. Mais est-ce que, enfin, bon,
T'as jamais été dans une situation comme ça, mais si t'avais été à la place du camp Adesanya, est-ce que tu te dis, toi, on aurait peut-être pris plus de temps? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être entre guillemets différentes, ou est-ce que tu te dis, bon bah là, on est dans une situation où il faut poursuivre là-dessus et c'est dans la continuité, et ça peut être une bonne chose aussi de dire, tu prends la revanche immédiatement parce que c'est dans la continuité du dernier combat aussi. Qui sait? C'est ça le truc, c'est que je suis, comme j'ai la tête dedans, comme je l'ai déjà vécu, comme je le vis, quand tu vis quelque chose, tu as un peu plus d'empathie, la capacité à te mettre dans les chaussures de l'autre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le camp d'entraînement. Je n'ai aucune idée. Il y a des gens qui vont s'avancer sur ce qui se passe dans un camp et en déduire que Israël Adesanya va absolument ce combat ou Israël Adesanya ne veut pas du tout ce combat, mais c'est son manager qui l'y a forcé ou son coach. On n'en sait rien. Je ne sais pas pourquoi ils font le retour. Peut-être que eux, aux entraînements, quand ils voient Israël s'entraîner, il est chaud bouillant, il est prêt, et en ce moment, il fait des miracles aux entraînements. Et ils partent de là et ils se disent, on va aller faire ce combat. Je ne peux pas venir spéculer, raconter ma vie et espérer que je puisse sortir un miracle. Pourquoi? Je sais certainement que chaque situation est différente. Chaque retour est différent. Vous m'avez entendu vous dire dès le retour de Las Vegas qu'on repartait au charbon. Euh, et puis finalement, avec Cyril, euh, on réfléchit à se dire, est-ce qu'attendre 6 mois, c'est bien pour quelqu'un qui est souvent très busy? Est-ce qu'il ne faut pas repartir avec quelqu'un de moins classé et repartir avec quelqu'un de très bien classé pour le mois de septembre? Est-ce que, euh, est-ce que pour Nassourdine, il fallait repartir tout de suite parce qu'on voulait enlever cette défaite qu'il avait eue? Ou est-ce que finalement, c'était bien de faire la pause qu'on a fait, l'opération qu'on a fait, la réathlétisation qu'on est en train de faire pour un retour en été? Euh, voilà les choix qu'il faut des fois faire sur ce genre de situation. Mais tant que je ne suis pas dans le camp d'entraînement d'Adesanya et que je ne sais pas ce qui s'y passe, les détails, ça c'est vraiment quelque chose que nous, les coachs ou les athlètes, les managers ou les athlètes avons en tête. On se dit souvent, mais comment est-ce que le monde entier spécule sur des éléments sur lesquels ils n'ont pas de tenants ni d'aboutissants? Je ne peux pas spéculer sur l'histoire de ce combat. Est-ce qu'il aurait dû être pris ou pas? Ce n'est pas comme le combat de Derrick Lewis contre Pavlovich ou non, c'était pas Derrick, c'était Taito Vasa. Il y a eu Taito aussi Vasa Derek sort. Lewis contre, ouais, peut-être tu faisais au Voilà. niveau de la durée, ouais. Voilà, Taito Vasa sortait d'un combat traumatisant avec Cyril. Ouais. Dans la foulée, il reprend un mec qui conjure. C'était super serré. Voilà. Et encore, je sais même pas si c'est encore, ça dépend de l'enjeu, de ce qu'il y a. Enfin, tu ne sais pas, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, on ne peut pas savoir ce qu'il souhaitait. Et en tout cas, s'il gagne, nous tous on dit, waouh, il est trop fort. Il revient à peine d'une défaite, il repart, il gagne. S'il perd, on dit, oh, quel con, pourquoi il a pris le combat? Mais ça, c'est après, quand nous, on n'a pas d'arbitrage à faire. Lui, il a des arbitrages à faire. Eux, ils font des vrais arbitrages et on doit les respecter. On a vu ta position pour la stratégie adoptée pour Alex Pereira, pour Israël Adesanya. S'il y a un chemin pour la victoire, tu le vois comment, toi? En tout cas, quelle approche t'aimerais avoir? Exactement ce qu'il a fait sur le dernier combat, sauf que rajouter euh, deux éléments. Ce que j'appelle le casque sur la tête, c'est se dire que quand on est dans la boîte, on est dans la zone rouge où on est en situation à distance de boxe anglaise, on va avoir systématiquement un casque sur la tête. C'est une manière de dire on va rester le plus imperméable possible au coup. Donc, à chaque fois qu'il y a une main qui part, il y a l'autre qui est complètement couverte. Et quand l'autre main part, il est complètement couvert. Euh, à côté de ça,
Deuxième élément, rentrer sur Pereira pour ne pas lui donner la bonne distance. Sans mettre la tête sur le côté pour une éventuelle guillotine, pas une amener au sol, juste rentrer la tête sur le sternum. Donc, il est en déplacement. Il fait des feintes de changement de direction. Et quand Pereira devient très agressif, il rentre dedans, il va le coller et il joue le Muay Thai. À essayer de le balayer, de le déséquilibrer, à gagner le temps, à jouer la montre. Il reprend la distance et il se met à distribuer comme il fait en déplacement. C'était très bien ce qu'il a fait. Il a juste manqué qu'il verrouille encore plus le casque sur la tête quand il y avait de la pression et qu'il ne laisse pas la pression venir vers lui, mais qu'il aille vers la pression. En tout cas, qu'il aille se mettre chest to chest, poitrine contre poitrine avec Pereira de façon à annihiler toute boxe anglaise puisque c'est la distance sur laquelle Pereira est extrêmement dangereux. Voilà, c'est parfait. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche, en tout cas pour ce combat. Puis on va voir ce qui va se passer. Fernand, il y avait un gros sujet là cette semaine, et ce qui est intéressant, c'est les différences dans la gestion de carrière et surtout l'âge en termes de MMA pour les athlètes, parce que on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus différentes approches. D'un côté, par exemple, des athlètes à la Mohamed Mokaev pour les plus connus qui vont avoir un gros circuit amateur, et de l'autre, pour les donc je vais prendre l'opposé complet, des Yoel Romero qui arrivent à l'UFC à 36 ans et qui aujourd'hui encore combattent pour des gros titres internationaux, à savoir celui du Bellator à plus de 40 ans. Toi, je voulais savoir, parce que tu connais des exemples un peu différents, que ce soit tes jeunes du MMA Kids où t'as des plans justement sur 10 ans, 15 ans, des gars qui arrivent en cours de carrière comme Cyril Gane, ou d'autres athlètes comme par exemple Damien Lapillus récemment, qui connaît, on va dire, allez, un troisième souffle, j'ai presque envie de dire, on peut presque dire qu'il est dans son prime à un âge où la plupart des athlètes commencent un peu à descendre. Toi, comment ça se passe pour la gestion de ces cas-là? Et puis, j'ai même envie de parler aussi du cas Taylor Lapillus, où c'est vrai que Taylor, aujourd'hui, il est dans une phase où on peut dire qu'il redémarre quelque chose de nouveau aussi avec sa signature à l'UFC. Comment ça se passe tout ça pour toi? Et dernier point aussi, enfin on en parlera un petit peu enfin, c'est comment ça se passe aussi pour quand tu prends tous ces athlètes, on va dire, en cours de carrière aussi. Parce qu'il y a pas mal de gars que tu biberonnes pas, où c'est, enfin tu vois, ils ont déjà leur force comme Abdul Abdouragimov, ensuite toi t'es là plus pour, je pense, maximiser côté gestion de carrière, et puis au niveau coaching, faire en sorte que par exemple Abdul progresse dans son striking en vue de l'UFC. Donc, Euh, bah non, vas-y. Ouais. Vas-y pour le premier volet, comme Ouais, ça on... et ben donc voilà. Donc premier volet, on va dire, moi c'est plus justement les tout jeunes, justement. Dans les carrières, on en avait déjà parlé, je sais plus c'est quel épisode, c'était l'épisode 30. C'était tout au début, ouais, c'était il y a Ouais, assez longtemps. Ouais. c'était l'épisode 30. Si vous voulez aller regarder ce que j'ai pas, quand je parlais de plan de carrière, c'était un peu comme un plan de carrière sur le sport de haut niveau. Ça peut aller jusqu'à 12 ans pour les sports olympiques, par exemple, parce on estime que des athlètes bons peuvent aller jusqu'à 3 Olympiades. On a eu, je vois, Alexander Karlin, un Russe, qui est allé jusqu'à 4 Olympiades. Ça fait 4 ans une Olympiade. En général, c'est une douzaine d'années sur un plan de carrière pour ceux qui ont une belle longévité. Longévité. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça commence, moi, MMA, en tout cas, on le préconise à partir de 4 ans avec le MMA Kids. Alors, ces jeunes-là à 4 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne les voit pas encore, on ne peut pas encore visualiser une carrière d'MMA. C'est impossible, c'est très tôt. On ne peut même pas encore visualiser une carrière sportive. À 4 ans, ils arrivent à la salle pour de la découverte du sport, de découverte de la motricité, de développement de toutes les petites qualités physiques, force, endurance, coordination, souplesse, le cran, l'équilibre, qui sont les qualités qui m'intéressent beaucoup pour les plus jeunes. C'est, je vous parle du cran, je vous parle d'équilibre, je vous parle de l'audace, qui sont enfin, vraiment des qualités qu'on ne peut développer que très jeune. À l'époque, je vous avais pris l'exemple de Valentino Rossi, un, 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 la moto, qui fait de la moto, la course MotoGP, et qui est capable, enfin, comme tous ceux qui font les courses moto, voilà, de coucher complètement leur genou, leur moto au point où le genou, la genouille en tout cas qui porte, va toucher le sol et créer des étincelles. Je vous parlais de cette qualité qu'on appelle le cran,
qui ne peut pas se développer passé un certain âge. Parce qu'ensuite, on n'a plus, l'organisme est trop conscient de la réalité et de la possibilité des limites du corps, de la pesanteur et de tout ce qui va avec, et donc va se limiter tout seul et va lever le pied tout seul du danger. Dès qu'il va sentir qu'il fait une certaine vitesse, il va lâcher un peu l'accélérateur parce qu'il s'est dit, bon, comment dire, mon, mon corps, mon, mes sens commencent à me dire que je vais au-delà de ce que je peux contrôler. Alors que quand on le commence jeune, ces jeunes-là n'ont pas l'idée de ce qu'ils peuvent contrôler ou une limite, quoi. Il n'y a pas de limite, en tout cas. Et donc, on va commencer par cette première partie où on va leur donner, en ce qui concerne notre sport, pour revenir à notre sport, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir leur inculquer des trucs qu'ils vont faire de manière naturelle, comme vous voyez ces gars qui gagnent dans la cage et qui vont faire des saltos, qui vont aller monter sur la cage et faire un salto arrière. Bah, ils ont conscience de leur situation dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas si anodin que ça. Si on n'a pas pris l'habitude de le faire, on ne peut pas le faire. On prend ces jeunes-là, on les forme aussi rapidement sur cette première phase où ils n'ont même pas encore ce qu'on appelle la mémoire sur exclusive. Ils sont encore en sur-exclusif puisque cette mémoire ne permet que de donner des instructions linéaires du genre pousse, tire, frappe, Et vous faites stop. déjà un tri à ce moment-là? Enfin, quand je dis un tri, d'un côté ceux qui... Non, ok. à ce moment-là, il n'y a pas encore de cri. D'accord. Le cri va commencer quand on rentre dans la période où il y a la mémoire sur-exclusive, où on peut donner des consignes en disant, tu vas, tu mets un jab, tu changes de niveau, tu fais un takedown. Là, le cerveau peut suivre plusieurs instructions. Et à partir de là, on va capter déjà ceux qui ont la facilité à comprendre ce qu'on leur demande de faire. On va capter ceux qui ont le physique beaucoup plus adapté sur des formes de quoi, des exercices, par exemple la chaise, ou bien des exercices où on s'accroche, et puis on va voir ce que ça, combien de temps ça prend avant qu'il se décroche et qu'il reste accroché. Ces attitudes-là et tout qui sont de la dureté et qui apportent un peu de la pénibilité, on va les tester. Ensuite, la motivation et ce qu'ils ont derrière. Et Et j'imagine qu'il y a des puis, possibilités quand même de passage, parce qu'on sait que chez les jeunes, tu sais, ça change hyper rapidement. Donc quelqu'un que t'as pas identifié comme ah bah fort potentiel peut aussi changer au fil des années, non? Ouais. absolument, puisqu'on a un ralentissement de la croissance vers 7 ans et une accélération de la croissance vers 10, 11 ans qui repart. Et donc, du coup, le corps se modifie. On a un ralentissement de la croissance encore sur l'adolescence vers 15, 16 ans parce qu'il y a, enfin, c'est même pas un ralentissement, c'est une autre accélération de la croissance, mais avec une grosse fatigabilité parce que le corps pousse dans tous les sens et que ce n'est pas encore symétrique. On a des fois une épaule qui pousse plus fort plus rapidement que l'autre ou bien un déséquilibre. Et donc, il y a chez les ados qu'on a plus de jeunes qui disent, oh, j'ai la flemme, oh, je suis fatigué, oh, je peux pas faire ça, parce ils subissent les hormones. Et donc, à ce moment, il y aura certains qui seront en force parce qu'ils vont subir les hormones, mais c'est l'âge d'or de la force où ils commencent vraiment à passer du simple au quadruple de leur niveau de force. Et donc, ils vont être bons et puis d'autres qui vont plutôt être dans la factibilité. Et donc, les sélections peuvent rapidement changer. Les envies de sport peuvent changer. Mais quoi qu'il en soit, on commence à éduquer ces jeunes-là et ce qui va créer aussi. Alors, le cas de Damien Lapillus, dont tu parlais, un peu bizarre, dans le sens où ce qu'on conseille dans la planification et la construction d'une carrière, c'est de rendre la première partie de la découverte des sports et de la pratique sportive légère, ludique, sans intensité, de façon à ce que quand on arrive sur l'intensité, que ce soit à maturité et au moment où il est à son prime, où il va aller tester le sport de très haut niveau. Sauf que Damien, contrairement à Taylor, son frère, Damien travaille comme un malade mental. Ce mec dort à la salle, vit à la salle, respire la salle. Il ne fait que ça de s'entraîner depuis quasiment 20 ans. Il ne fait que ça de s'entraîner. Normalement, chez les individus de ce genre, ils devraient déjà être en train d'être dégoûtés du sport et partis du sport. Ils devraient déjà avoir soit changé de discipline, soit arrêté la discipline. Mais il continue à avoir cette passion, cette envie, et même il devient meilleur avec le temps. Il est sur la phase de ce qu'on appelle la stabilisation, la masterisation de la technique. Donc, on a passé le stade de perfectionnement technique entre 18 ans et 22 ans, 25 ans même.
le perfectionnement technique, on est allé sur le niveau de la maîtrise technique. Quand on arrive sur la maîtrise technique, on arrive aussi sur la maîtrise stratégique. En gros, Damien aujourd'hui commence à comprendre quel est son style. Il a passé cette étape-là où, quand tu perds pas KO, tu rentres à la salle et tu veux devenir le meilleur boxeur de ta salle. Ensuite, tu perds par soumission et tu repars faire le sol jusqu'à ce que tu deviennes black belt. Et ensuite, tu repères par KO et tu es perdu un peu dans ton style de lutte parce que tu ne sais pas c'est quoi ton style pour gagner. Aujourd'hui, Damien pose le jeu. Quand il entre dans la cage, comme le dernier combat qu'il a fait pour la ceinture à 66, le cadrage est solide, serein. Il pose le jeu et il amène le gars où il veut. Il va placer un jab pour l'amener à changer de niveau et à descendre parce que dans cette zone où il y a le jab, la tête ne peut pas rester là, sinon tu manges beaucoup de jabs. Tu te dis, je vais descendre. Mais sauf que quand tu descends, il t'attend. Il a prévu, en mettant une frappe ici, que tu descendes et qu'il t'accueille avec un uppercut, un genou, ce que tu veux. Il va te mettre un low kick de ce côté parce qu'il t'attend de ce côté pour placer un crochet. Tout est calculé. On est sur la maturité totale de toutes les techniques et de toutes les méthodes de préparation physique. C'est pour ça que je dis que pour lui, c'est un mystère. D'ailleurs, même pour Yoel Romeo, alors je ne sais pas à quel moment il a commencé exactement sa carrière, mais elle dure quand même. Parce que pour arriver aux Jeux Olympiques et être médaillé au JO, en 2000, en 2000, ouais. En 2000, il faut avoir bossé longtemps. Enfin, il faut l'avoir préparé pendant une Olympiade, peut-être 2 Olympiades. Ensuite, tu passes sur le podium en 2000. Et en 2023, 23 ans après avoir été au podium olympique, tu es en train de faire le titre d'une organisation majeure comme le Bellator. C'est phénoménal. C'est freak of nature. C'est quelqu'un qui sort de... Voilà quoi, c'est une erreur de la nature. C'est simplement une erreur de la nature. Et je pense que c'est le cas de Damien. C'est que Damien, aujourd'hui, arrive à un moment où il commence très stable. Damien avait une carrière en dents de scie, champion du Mama. Ensuite, au bout de 2 combats, il perd sa ceinture. Ça monte, ça. Et là, il y a une constance. Peut-être la constance aussi, elle est due par le fait de l'accompagnement de Ares. Je pense qu'Ares a changé beaucoup de carrière. J'ai écouté Michael Lebou hier, qui était interviewé sur RMC. Belle interview où il parlait de la sérénité qu'il a aujourd'hui, de la confiance qu'il a et du fait que il a plus de lumière aujourd'hui qu'il en avait avant parce que Ares lui apporte une certaine lumière, une certaine confiance. Euh, la même chose pour Abdul, qui était un grand champion au bref, mais qui n'était pas aussi médiatisé, ouais. médiatisé sur la France et que ça lui a apporté une certaine lumière. Je pense que Damien, de pouvoir combattre chez lui avec son public, c'est découvert. Quand on fait le premier combat de Damien, je crois, contre un Brésilien, le public ne le connaît pas encore bien, les entrées ne sont pas folles. Et ensuite, en montant, notamment avec le premier combat de Amin Ayoub, il y a tout qui explose. Les chiffres explosent, il est installé, il est là. Amin Ayoub, pareil. Amin Ayoub, grand champion. Il a été connu au bref, il est connu à l'international, mais il n'avait pas cette notoriété, il n'était pas aussi bankable qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Amin Ayoub, tu le mets sur une fight card avec n'importe qui, tu vends la fight card parce que il a un public qui le suit aujourd'hui, il a atteint une certaine maturité, il est capable de surmonter des blessures comme celle qu'il a eues sur son visage lors du premier combat avec Damien, surmonter ça, revenir, faire un combat très, très engagé, revenir, voilà, maintenant il est stable, il est posé, il sait ce qu'il veut. Voilà, grosso modo, voilà, je sais pas si ça te répond à tes questions sur les âges et puis la manière dont les gars gèrent leur carrière, mais voilà, Yoel Romero reste une erreur de la nature. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et moi, j'avais une question par rapport à toi, justement. Est-ce que aujourd'hui t'es connu à l'international, et je pense aux yeux du grand public, pour des gars que t'as pris justement en cours de carrière? Est-ce qu'aujourd'hui, là, on commence à voir apparaître des gars qui ont commencé avec
le MMA Factory, enfin quand je dis vraiment commencer tout sport de combat confondu avec le MMA Factory, est-ce que toi aussi tu préfères, enfin qu'est-ce que tu préfères aussi? Ah, waouh. Non, je ne vais pas dire que je préfère je ne pré- la préférence ne va pas venir sur le style de sport que le gars a fait avant. La préférence va venir sur la congruence qu'il y a entre l'athlète et son staff, le match qui va se passer. Maintenant, effectivement, si on enlève toute émotion et on enlève toute sensibilité humaine, il est préférable d'avoir quelqu'un que tu as pris du premier pas sportif jusqu'à la ceinture de l'UFC. On s'est approché de ça avec Francis parce que Francis, il avait goûté à quelques séances de boxe de manière homéopathique, quoi. Enfin, ça partait de zéro et ça partait d'un âge très avancé déjà. C'est un vrai défi d'amener quelqu'un d'adulte à un tel niveau de compétition. Mais aujourd'hui, les jeunes qu'on a qui commencent à monter, c'est par exemple Kenzo Suarez que vous avez découvert sur Ares et justement il y a quelques années quand on commençait ce podcast King and G sur l'épisode 30, je vous parlais d'un jeune de la salle qui était arrivé à pré-ado et qui était en obésité, enfin il était obèse et puis finalement il est venu pour perdre du poids, il a perdu le poids, il est devenu un compétiteur et je vous disais qu'il est complet, il boxe bien, il lutte bien. Il a pris comme adversaire un vétéran de kickboxing, Elvis Chapta, sur Ares, et il lui a fait une masterclass. Enfin, il s'est amusé à vous. Ça se voyait qu'il est ce qu'on appelle la génération spontanée du MMA. Parce qu'il faisait ce que les gars font à l'UFC, quoi. Il faisait ce que des personnes d'un certain niveau ne font pas. Il était capable de démarrer de zéro, il était placé un coup de coude en jab. C'est directement. Et il faisait ça à Chabda. Il a osé faire des choses que nul n'ose essayer. J'avais Cyril assis à côté de moi. Il était en mode, mais comment il fait ça? Comment il fait pour être aussi à l'aise? Bah, c'est le cas, par exemple, alors, c'est différent. Parce que mine de rien, il a déjà confiance en lui, il a un bon niveau de sol. Abou ou Topal, ils ont quand même ce côté, c'est comme si c'était Ils leur ont un vrai premier sport. background, ouais, c'est ça, Voilà, exactement. et voilà. Donc, non, il y a la véritable génération, c'est Ambition 2025 qui commence à arriver à maturité et c'est cela qu'on va commencer à découvrir. On en a deux qui ont fait récemment le championnat de France de lutte, dont l'un a gagné et était champion. Ils sont en MMA en même temps. On les fait monter en MMA, mais ils touchent un peu à tout. Ils sont vraiment. Il y a une vraie armée de cette génération qui est encore autour de 17 ans par là et qu'on va découvrir à maturité dans 2-3 ans. Ok, et bah parfait. Je pense qu'on a fait le tour sur la question, mais ok. Bah en tout cas, restez branchés, on le ressortira d'ici quelques années cet épisode-là. Mais ok. Non, bah prometteur pour la suite, monsieur. Mm. Comme chaque semaine, c'était un plaisir, j'espère partagé. Semaine prochaine, on se retrouve. Attention, là, on fera les comptes sur l'UFC 287, sur Ares Fighting Championship et toutes les actualités du moment qui sont importantes dans ce monde du MMA. Let's go. Et Merci à tous. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à ce week-end, Arès 14.